que cette laïcité va être re-questionnée? Dans l'ensemble, on peut dire que ça se passe assez bien parce qu'en fait, on s'arrête presque de penser. C'est devenu évident. Moi, quand j'ai fait quand j'étais à l'école, ça allait de soi. Ça allait de soi. Bon, on s'abstenait de toute déclaration religieuse. Les instituteurs n'affichaient pas de signes religieux, etc. Donc il y avait une espèce d'évidence qui était aussi un assoupissement intellectuel. Bon, il y a eu quand même des grignotages de la laïcité pendant cette période. Je pense aux lois scolaires, aux lois Debré, loi Germer, de financement de l'école privée. Mais ça, peut-être Frédéric nous en parlera de manière plus précise que je ne le saurais le faire. Donc il y a eu un moment d'assoupissement et d'évidence, tout allait de soi. On ne se rendait pas bien compte qu'au fond, la laïcité instaura un régime que j'appelle une dualité. D'une part, le principe de laïcité s'applique strictement aux agents publics, aux magistrats, à tout ce que Frédéric, tu appelles avec les juristes la sphère publique, et puis elle ne s'applique pas sur le reste. Donc la laïcité, c'est un ensemble vraiment défini par la loi. Bon, et le reste, bon, moi, professeur, quand j'étais dans ma classe, bien entendu, je m'interdisais tout affichage religieux, toute opinion politique, etc. Mais quand je sors... Je reprends les droits. Il faut faire attention, parce que quand on y dit que vous interdisez tout, non, il y a vraiment, c'est un domaine très limité. Mais ça, on ne s'en rendait pas très très bien compte, on le faisait spontanément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est en 1989 que ça a explosé. Alors, on va le rappeler pour les plus jeunes, parce que finalement, 1989, ça commence à remonter un petit peu. Oui. Qu'est-ce qui se passe en 1989? C'est ce qu'on appelle l'affaire du voile du collège de Creil, dans l'Oise. Il y a des collégiennes qui se sont présentées à la rentrée je crois, de septembre, oui. J'étais juste avant les vacances. Alors, on n'appelle plus ça les vacances de Toussaint, hein, ça ne se dit plus maintenant. Hein. Bon, on ne dit plus. Hein. Ah bah si, on dit les vacances de Toussaint. On dit vacances de Toussaint, parce que j'y suis plus là, d'automne, oui. Bon. Eh bien, alors elles se sont présentées avec un voile sur la tête, et puis on a dit, bon, ben non, on ne peut pas porter un voile. Ah, ben là, ça s'est discuté. Et on a découvert finalement qu'il n'y avait pas de texte vraiment décisif. Si, il y avait eu les circulaires Jean Zay de 1936 et 1937, mais ce n'étaient pas des lois, c'était des circulaires. Alors, nous avons eu toute cette... Ça a fait beaucoup de... Ça a déclenché... Bon, une affaire médiatique, bien sûr. Aujourd'hui, ça serait par les réseaux sociaux que ça serait passé. Peut-être que ça aurait été pas une si bonne chose. Pour les jeunes, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Hein. Bon, ça allait un peu moins vite, mais ça avait fait du bruit quand même. Ça avait fait du bruit. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas bien pensé cette dualité. Ou du moins, elle n'était pas explicite dans nos têtes. Et nous avons eu la bonne question. La bonne question, c'était des gens qui étaient opposés à la laïcité, mais ils ont posé la bonne question. Oui, vous, les professeurs, l'État, l'établissement, vous êtes tenus par le principe de laïcité. Mais les élèves, ils sont dans la société, ils sont dans la sphère, dans l'autre sphère privée, alors ils peuvent bien venir. Ça, c'était très bien articulé. Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? Eh bien, voilà, il a fallu réfléchir. D'abord, on s'est bien rendu compte qu'il s'agit d'une dualité, hein, que c'est un régime de dualité. C'est ce que j'appelle la respiration laïque. Vous passez d'un domaine à l'autre, ça respire. Vous n'êtes pas tout le temps soumis au principe de laïcité et vous n'êtes pas tout le temps dans la liberté de l'opinion. Et de toute façon, elle n'est pas complètement libre puisqu'il y a des choses même en privé, hein, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de dire des injures, etc. Bon, eh bien, on s'est dit, mais comment fonctionne l'école? Les circulaires Jean Zay, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il a fallu se demander pourquoi les élèves qui vont à l'école... Alors, on a dit, non, ils ne sont pas vraiment soumis au principe de laïcité comme le sont les professeurs, par exemple. Hein? La loi de 2004, bon, il a fallu 15 ans. Moi, j'ai participé à ce texte en 89 qui disait, mais voilà, si vous admettez les signes religieux à l'école, en particulier le voile, vous donnez raison à ceux qui disent, puisque l'école t'accepte comme ça, alors tu dois être comme ça partout, tout le temps. Ça, c'est le discours de l'intégrisme, au sens strict du terme. Bon. Donc, on avait soulevé ce problème. Et il a fallu réfléchir. Et c'est ce qu'a fait la fameuse commission Stasi, qui a été réunie et qui a débouché sur la loi de 2004.
Oui, les élèves ne sont pas complètement assimilables à des usagers au sens ordinaire du terme. On ne vient pas à l'école comme on vient chercher un papier à la mairie, comme on vient utiliser un service public. On y vient pour s'auto-constituer. Et là, on retombe sur la question des savoirs, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, comment on va faire? On va leur demander un moment de suspension, un moment où ils vont non pas rompre avec leurs appartenances, mais on va pouvoir leur ouvrir un espace qui n'est pas épuisé par leur appartenance, qui n'est pas entièrement recouvert par leur appartenance. Et ce n'est pas non plus un espace interconvictionnel. Ce n'est pas en alignant un petit musulman, une petite catholique, un petit juif. On allait oublier le petit incroyant aussi. Il faut y penser à celui-là quand même. Le droit de non-appartenance, c'est important aussi. Eh bien, voilà, on va ouvrir cet espace momentanément, le temps scolaire, parce que le reste du temps, vos appartenances, vous les retrouvez, et on va leur montrer qu'il y a autre chose, il y a de l'air. C'est par le savoir que ça passe. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vais relire quand même, parce qu'on a beaucoup de jeunes, et on parlait des réseaux sociaux juste avant, qui s'expriment sur les réseaux sociaux en parlant de la liberté d'expression, justement. Et je vais relire quand même, après l'affaire du foulard, il y a le Conseil d'État qui a été saisi, et il y a eu une circulaire qui expliquait « Le port de signes religieux par les élèves n'est pas lui-même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il relève de l'exercice de la liberté d'expression. » Ça, c'était après 89. Et c'est vrai que là, on est sur un concept qui est un peu compliqué aujourd'hui à expliquer. Je crois que Frédéric de la Morena connaît bien un fait non, mais c'est vrai que pour beaucoup de jeunes, on entend parler de ce principe de liberté d'expression. On pourrait aller jusqu'au bout en disant que c'est la liberté de conscience de 1905 qui vient s'opposer à ce qu'on a le droit de ne pas faire ou pas. C'est ma liberté d'expression, je vais rentrer dans un endroit, mais je n'ai pas envie de laisser à la porte ce qui me constitue. Est-ce que c'est une partie du problème qu'on vit aujourd'hui ? Alors, il y a 89 et aujourd'hui, il y a la liberté de conscience et la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est différente de la liberté de conscience. En 89, elle est proclamée dans l'article 11, tout de suite après. Le 10, c'est la liberté de penser, et de suite après, c'est la liberté d'expression. Mais le Conseil d'État en 89, en fait, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas légiféré sur la question du port de signes par les élèves dans les écoles publiques. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Et donc, il a demandé son avis au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, qui n'a donné qu'un avis, a dit, voilà, moi, mon avis. Les élèves peuvent venir avec des signes d'appartenance religieuse. Après, il y a des limites, effectivement, qui sont listées. La question, c'est que cet avis n'a pas réglé les problèmes. Et les chefs d'établissement n'ont pas réussi à ramener la sérénité dans leurs établissements. Et politiquement, la question, vous posiez tout à l'heure la question de savoir à partir de quand la laïcité a commencé à chanceler un petit peu. Pourquoi c'est 89 ? Parce que là, il y a deux grandes familles politiques qui ont commencé à s'affronter. Il y a ceux qui, effectivement, pensent que le principe de séparation qu'on a depuis 1905 empêche que l'expression religieuse entre dans la sphère publique. Et il y en a d'autres qui pensent qu'il faut ouvrir la sphère publique aux diverses expressions religieuses. On n'en est pas encore sorti de cette dualité politique. Et donc c'est à partir de là qu'est apparue ce qu'on appelle une laïcité adjectivée. Voilà, ouverte, plurielle, tolérante, inclusive, maintenant c'est nouveau, positive. Et les évêques, ils parlent de laïcité saine. Ils reprennent un adjectif de Pie XII. Voilà. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, vous voyez, il y a une laïcité intolérante, fermée, exclusive. On vit avec ça actuellement. Ça, c'est la cassure de 89. Voilà. Et la deuxième chose, la liberté d'expression. La liberté de conscience, elle ne peut jamais être atteinte, puisque c'est une liberté du fort interne. J'ai un esprit, donc je pense. La liberté d'expression, c'est le fait d'extérioriser. Et celle-là, elle peut toujours être limitée. Pas particulièrement au niveau des élèves. Elle est en soi limitée par tout un ensemble il y a plein de choses qui limitent la liberté d'expression. Donc on pouvait tout à fait, mais ça c'est le législateur qui devait décider, c'est ce qu'il a fait en 2004, décider non pas de porter atteinte à la liberté de conscience des élèves, mais juste de leur dire qu'ils ne peuvent pas exprimer, en portant un signe ou une tenue, manifestement leur appartenance religieuse. Il faut bien différencier les deux. Ce sont deux libertés différentes,
qu'on a depuis 1789. Yanis Roeder, si on arrive à la loi de 2004, donc qu'est-ce qu'elle pose comme base, cette loi de 2004? Et après, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui comme atteinte à la laïcité, mais aujourd'hui, on en est où au niveau de la loi par rapport à la laïcité? Alors, la loi de 2004, elle est votée très majoritairement à l'Assemblée le 15 mars 2004, après le travail fait par la commission Stasi, puisque le président de la République à l'époque, Jacques Chirac, face aux problèmes qui remontaient du terrain, c'est-à-dire que, Frédéric l'a dit, il y avait beaucoup de problèmes, puisque l'arrêt du Conseil d'État, qui a été suivi par une circulaire du ministre François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale à l'époque, en 1994, ne permettait pas de régler le problème, puisque le port de signes manifestant une appartenance religieuse était possible, mais il ne fallait pas qu'il y ait prosélytisme, il ne fallait pas, ça c'est dans la circulaire Bayrou, qu'il y ait des problèmes d'égalité femmes, filles, garçons, etc. Comment juger de cela pour un chef d'établissement? C'est extrêmement compliqué, d'autant plus qu'il s'y ajoutait l'obligation d'assiduité. L'obligation d'assiduité, c'est l'obligation de présence à tous les cours. Donc, c'était très compliqué. Les tensions se multipliaient. Et donc, le président de la République a décidé de réunir une commission de 20 personnes, commission dans laquelle ne se sont trouvés aucun religieux. Aucun. Et c'était volontaire, puisqu'il ne fallait pas que les religieux éventuellement présents tirent la couverture à eux, etc. Voilà. Il s'agissait vraiment d'avoir une commission d'intellectuels, femmes et hommes, ou de praticiens, c'est-à-dire d'acteurs de terrain, qui étaient capables d'analyser et qui ont réalisé des dizaines et des dizaines d'auditions et qui ont décidé, dans leur rapport, qui a été voté à 19 voix pour et une abstention, de proposer, entre autres, le vote d'une loi pour interdire la manifestation d'une appartenance religieuse par le port d'un signe extérieur visible. C'est devenu la loi du 15 mars 2004 et qui a été suivie par une circulaire d'application du 18 mai 2004 qui dit que est interdit toute manifestation, tout signe, tout port de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Voilà. À partir de là, au printemps 2004, au printemps 2004, on a entendu, et dans la presse, vous pouvez le retrouver dans la presse, mais ça va être terrible parce qu'à la rentrée 2004, vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes, et notamment des jeunes filles, mais pas uniquement, qui ne viendront plus à l'école et qui vont être déscolarisés, qui vont quitter l'école. Et ça, c'est très grave. Et bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est absolument pas ce qui s'est passé. À la rentrée de 2004, les élèves qui portaient un signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ont commencé à les enlever à l'entrée des écoles, des collèges et des lycées. Et ils et elles l'ont fait de manière massive, en fait. Il y a eu quelques cas, effectivement, de déscolarisation, mais en réalité, très peu. Très peu. Et ce qui est remonté du terrain, et assez vite, c'est que la loi du 15 mars 2004 est apparue comme une loi d'apaisement. Elle a apaisé les tensions à l'école, les choses étaient claires, l'institution avait parlé, enfin l'État avait parlé, l'institution avait relayé par la circulaire d'application du 18 mai 2004, et donc tout cela était cohérent parce qu'on avait perdu en fait la cohérence, puisque d'un établissement à l'autre, les choses étaient gérées de manière différente. On a retrouvé avec la loi la cohérence et surtout, elle a été acceptée, et très bien acceptée par l'immense majorité évidemment des fonctionnaires, mais surtout des élèves. Alors, aujourd'hui, et avant de donner la parole à la salle, Catherine Kinsler, comment se porte cette laïcité française? Et quand on parle d'atteinte à la laïcité, on parle de quoi aujourd'hui? Je voudrais juste ajouter que cette loi, oui, une loi d'apaisement, une loi de cohérence et de clarification, parce que ce qui allait de soi autrefois, eh bien, maintenant, on sait pourquoi. La loi
donne une assise à ce qui allait de soi et lui donne une assise intellectuelle, parce que c'est pas, comme je le dis, c'est pas vraiment l'application du principe de laïcité stricte aux élèves. Ils ont la liberté d'expression plus que leurs professeurs même. Hein, il y a une loi là-dessus aussi, la loi elle est de 89, je crois aussi, cette loi. Bon. Et les signes discrets sont possibles également. Bon, je le rappelle tout ça. Les signes discrets, oui, c'est les signes ostensibles. Voilà, les signes discrets sont des tolérés. Manifestations qui sont visées et non pas tel ou tel signe. Il n'y a pas de liste non plus, parce que quand on se lance dans des listes, on en oublie toujours. Hein, et puis bon, ce que je voulais dire, c'est donc le principe qui a été vraiment éclairé par cette loi. Enfin, moi, je le vis comme ça en tant que philosophe. C'est que l'école doit offrir une double vie à chaque élève. Elle offre une double vie à chaque élève en lui disant, ici, tu n'es pas rivé à ton appartenance. On ne va pas te demander de la renier, mais tu n'y es pas rivé. Voilà. Et donc, il va falloir ouvrir un petit peu. On s'enferme dans l'école et paradoxalement, on ouvre les fenêtres vers un horizon plus large, vers un océan de savoir sur lequel il va falloir naviguer. Voilà ce que je voulais dire. Alors, les atteintes à la laïcité, oui, nous en vivons. Il y en a toujours eu d'une certaine manière, mais nous les vivons. Nous en sommes beaucoup plus conscients aussi, parce que nous avons plus d'outils pour les déterminer, pour les caractériser. Donc, il y a de plus en plus d'atteintes à la laïcité, mais elles ne sont pas seulement sous la forme de signes, de ports, de signes ostensibles. Elles sont sous des formes extrêmement variées et qui sont très graves, souvent. Par exemple, la remise en question des cours, du contenu de cours. Je crois que là, je parle devant un professeur d'histoire, il en sait plus que moi là-dessus, mais je pense que moi, si j'avais continué à enseigner plus tard, enfin, si j'avais été plus jeune, quoi, hein, eh bien, j'aurais pu avoir quelques ennuis avec des textes. Des textes de Spinoza, par exemple, ou même des textes de Descartes, ou des textes de Voltaire. Bon. Eh bien, voilà, il y a des remises en question de cours, il y a des remises en question de l'éducation physique, de la piscine. Toutes ces choses-là remontent et nous ne pouvons pas les négliger en disant c'est pas grave, c'est de la liberté, etc. Non, il y a un test de la République. Ce sont des tests. Jusqu'où la République va-t-elle fermer les yeux, être bonne fille, et puis dire tout ça, c'est pas grave, mettre ce qu'on appelle la poussière sous le tapis. Non, il faut appliquer les lois. Il faut appliquer les lois. Les lois sont libératrices pour tout le monde, elles concernent tout le monde. Personne n'est visé en particulier, aucune religion n'est persécutée, tous les cultes sont tenus à égale distance de la République, aucun ne fait la loi. Et puis, momentanément, on suspend les appartenances, on les retrouve à la sortie. Et voilà, ça s'appelle la respiration laïque. Yanis Schröder et ensuite Frédéric de la Morena. Oui, ce qui me semble important, c'est que ce qu'on appelle les contestations d'enseignement, c'est ce dont vient de parler Catherine, c'est-à-dire le fait de contester ce que dit le professeur qui s'appuie sur sa science et qui est le relais de sa science, c'est que cela témoigne en fait de l'incapacité du jeune ou de la jeune qui vient contester de dépasser ce qu'il pense être une identité totalement figée, en fait totalement figée, et un devoir d'obéissance absolue à une croyance absolue, en fait. Et en fait, c'est tout le contraire de l'école de la République. Puisque l'école de la République, justement, elle s'appuie sur la science, et donc par définition sur le doute, et donc n'enseigne pas une vérité révélée. Elle n'enseigne pas une vérité révélée. Elle enseigne la science en l'état actuel de la science. Et donc, ce sont là vient se cogner contre cette possibilité offerte de la liberté, en fait, un dogme qui, lui, par définition, est le contraire de la liberté. Puisque la personne, même si elle l'a choisi, s'est enfermée dans un dogme, ce qui est tout à fait son droit à l'extérieur de l'école, mais elle ne doit pas le manifester à l'intérieur de l'école. Quand on parle de jeunes collégiens, c'est difficile de dire ça. Parce que de l'extérieur, on peut dire il s'est enfermé, elle s'est enfermée dans un dogme, par la famille, mais quand on est un jeune de 13-14 ans et qu'on a l'impression qu'on nous a dit des choses et qu'on a une croyance profonde, et quand on a un professeur qui nous dit l'inverse,
on ne se dit pas je suis porteur d'un dogme et je vais contre le professeur, on se dit ben, moi je dis ce que je pense et le professeur n'est pas d'accord, ben, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que on est le produit, d'abord, enfin on est le produit, on n'est pas le produit, on est l'enfant de nos parents. Vous savez, moi j'enseigne et quand je dis à mes élèves qui souvent, dans un premier temps, ont du mal à comprendre et le principe de laïcité et la loi de 2004, je leur dis, mais voilà, et ils le disent au nom de la liberté. Voilà, moi, ma liberté, c'est de venir comme je suis, hein, c'est le slogan de McDo, hein, venez comme vous êtes. Et donc, je devrais avoir le droit de venir comme je suis. Voilà. Ok, ça c'est la liberté. Alors, moi je pose une question toute bête à mes élèves. Qu'est-ce qui fait qu'on est croyant ou non croyant? La plupart du temps, bien évidemment. Il y a toujours une exception, voilà. Quelqu'un qui a vu une apparition. Révélation. Voilà. Ça peut arriver, bien sûr. Les psychotiques, ça existe. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est croyant ou pas croyant? Les élèves le disent. Ce sont les parents. Bah oui, évidemment, ce sont les parents. Est-ce que vous avez choisi? Ah bah non, c'est les parents. Bien. Alors, il ne faut pas critiquer ça, c'est un fait. Mais simplement, il faut ajouter, bien, l'école de la République, elle va te proposer, elle ne va pas t'imposer. Elle va te proposer de t'ouvrir au monde, de découvrir par la science et par l'usage de la raison des enseignements qu'à la maison, tu n'aurais peut-être pas découverts. Tu vas t'ouvrir sur l'art, sur la musique, sur la science, sur le sport, et tu te construiras de manière autonome. Et tu vas, comme le disait Catherine, t'auto-constituer. Tu vas t'auto-constituer, et le rôle de l'école de la République, c'est de t'offrir la possibilité de l'émancipation, c'est-à-dire la possibilité de devenir un citoyen conscient de ta liberté et conscient du sens de l'intérêt général. Voilà, tu en fais ce que tu veux. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait les 15 ans d'école, 16 pour ceux qui traînent, les 15 ans d'école, libre à chacun de retourner à ses appartenances premières. L'école n'a plus rien à dire et l'État n'intervient pas. L'État n'a pas à intervenir. Et donc, c'est cela qu'il faut expliquer aux élèves et qu'il faut leur expliquer de manière apaisée. Nous, quand je dis nous, c'est l'école, parce que je suis professeur, comme mes collègues, nous proposons l'accès à la liberté. Et ils en disposent comme ils le souhaitent. Il n'y a pas d'obligation à adhérer, il n'y a pas d'obligation à devenir libre. Je souhaite quand même que le plus d'entre eux, d'entre elles, accèdent à cette émancipation, capable donc de penser par eux-mêmes. Frédéric de la Morena. Alors, pour finir sur l'école, alors bien sûr je suis d'accord avec eux. Ce qu'ils décrivent, c'est la laïcité. Pourquoi? Parce qu'ils décrivent la séparation entre le croire et le savoir. Parce que cette séparation entre la sphère publique et la sphère privée, c'est la séparation entre l'intérêt général, l'intérêt particulier et l'intérêt collectif. C'est la séparation entre la citoyenneté et la confessionnalité. C'est la séparation entre la règle de droit et la règle de Dieu. Et pour les profs, ce qui est fondamental, c'est la séparation entre le croire et le savoir. Pour répondre à votre question, les élèves, les jeunes, ils ont souvent des conflits de loyauté. Ça, les profs, moi je travaille beaucoup avec eux, voilà, ils ont énormément de conflits de loyauté, c'est-à-dire, voilà, je dois être loyal à ma famille, je dois être loyal à ma religion, ce qui est entendable et ce qui n'est pas critiquable. Mais je dois aussi être loyal parce que je suis un élève et j'aime mes profs, etc. C'est très difficile à gérer. Je ne parle pas de l'université, c'est un autre monde. Mais dans le premier degré, dans le second degré, ça c'est très difficile pour les jeunes profs à régler. Et essayer de leur faire comprendre que ce qui se passe à la maison relève, au niveau religieux, relève du croire, mais que ce qui se passe ici relève du savoir, ça peut peut-être les aider à comprendre justement que dans la vie, il y a les deux choses. Et qu'après, il fera ses propres choix. J'aurais cité Régis Debray dans l'éloge de nos maîtres. Vous savez, à la fin de mon année il fait un texte magnifique, moi je trouve. Il disait, à la fin de mon année de philo avec Modigliani, je pouvais me tromper tout seul. C'est ça qu'apporte la laïcité.
peu importe qu'ils se trompent ou pas, mais qu'ils le fassent tout seuls. Voilà. Quand je vous parlais, moi, des atteintes à la laïcité, je Voilà, parlais je un vais peu y de ça. venir. C'est est-ce qu'elles sont en ce moment beaucoup, et par rapport aux professeurs, volontaires? Est-ce que Alors, c'est une sorte d'agression contre la laïcité, des provocations? Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'atteintes à la laïcité qui sont justement ce fameux conflit qu'il y a entre le croire et le savoir, ce qu'on m'a appris, le conflit de loyauté? Oui, plutôt pour l'école. Comment vous le voyez au niveau de l'école? Hors l'école, s'il y a atteinte à la laïcité, il faut savoir ce qu'est la laïcité. Si la laïcité la laïcité est un principe de séparation, donc quand on parle d'atteinte à la laïcité, c'est qu'on parle d'atteinte au principe de séparation. Donc ça veut dire que attenter à la laïcité, c'est attenter à cette frontière protectrice entre la sphère publique et la sphère privée. Donc les atteintes, c'est justement à l'école, voilà, faire rentrer le religieux à l'école, mais dans tous les services publics. Les collectivités territoriales, ce sont les collectivités qui sont le plus confrontées à des atteintes à la laïcité, c'est-à-dire aux usagers, aux communautés qui exigent du service public qu'ils s'adaptent, qu'ils prennent une règle particulière pour eux. Mais ça, par méconnaissance ou par provocation? Alors, il y a plein de choses. Oula, alors là. Alors, vous aviez raison tout à l'heure de dire qu'au collège, par exemple, les élèves peuvent avoir entre 11 et 15 ans et que parfois, de bonne foi, ils entendent quelque chose qui vient heurter ce qu'on leur a toujours enseigné à la maison et ils vont protester en disant « mais non, mais moi, j'ai jamais appris ça, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et il ne faut pas nécessairement y voir une agression contre l'école et contre la laïcité ou contre la République. Un enfant, parce que ça reste quand même des enfants, ont le droit d'exprimer ce qu'ils ressentent, charge au professeur de répondre de manière apaisée, d'apporter les explications, d'expliquer pourquoi justement à l'école on fait ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait de la manière dont on est en train de le faire. C'est extrêmement important. Il faut donner du sens à ce qu'on fait. Il faut expliquer quelle est notre posture et quel est notre discours. C'est extrêmement important. Alors effectivement, si l'élève s'entête, là on peut considérer que nous sommes face à une contestation d'enseignement. Si l'élève dit « Ah bon, d'accord, effectivement, moi je voyais ça comme ça parce que chez moi ça se passe comme ça », bon, voilà. On est dans la pédagogie. Voilà, on est dans la pédagogie. La question a été réglée. Il faut souhaiter que l'élève ait compris. Encore une fois, on ne lui demande pas d'adhérer, on lui demande à ce qu'il ait compris et qu'il respecte ce que dit le professeur et la mission de l'école. Voilà, parce que la mission de l'école, elle est double, hein. Transmettre les connaissances et faire partager les valeurs de la République. C'est très important ça, hein. Et souvent on oublie que faire partager les valeurs de la République, c'est le deuxième pilier des missions de l'école et qui est extrêmement important. Donc pour finir de répondre à votre question, ça dépend vraiment en fait. Chaque cas doit être pesé, chaque cas doit être analysé par les enseignants. Et moi je crois que, je suis un état optimiste, je crois que l'immense majorité des contestations sont le fait d'élèves qui le font de manière un peu machinale, de manière un petit peu parfois, on va dire, passionnelle, parce qu'on touche à quelque chose qui, chez eux, est bousculé. Et la plupart, me semble-t-il, des contestations se règlent en classe, par le savoir-faire des enseignants, par leur capacité à répondre, à apporter les bonnes réponses et à adopter la bonne posture. Et donc je pense que la majorité des contestations, nous n'en entendons jamais parler. Voilà. Merci. Je vais profiter du changement d'interprétariat. Je vais leur laisser le temps d'échanger la place pour applaudir d'abord pour l'instant les intervenants. Et puis, on va essayer donc de passer les micros. Il y a un micro à gauche et un micro à droite. Donc, n'hésitez pas, on a un petit peu de temps. J'ai fait exprès. On n'est pas allé forcément sur beaucoup d'exemples non plus, parce que je pense qu'il va y en avoir avec les prises de parole. On va commencer. Alors, les jeunes du conseil départemental des jeunes lèvent la main. Et bien évidemment, on va leur passer le micro. Et ensuite, monsieur qui va... Alors, et bonsoir. Alors bonjour à tous. D'abord, je voudrais vous remercier pour tout le débat que vous avez eu. C'était très très enrichissant et j'ai beaucoup noté sur
tous les débats que vous avez eus sur la laïcité. Moi, j'ai des questions sur, en particulier, le rôle de l'État. Comment garantir la neutralité de l'État en respectant la liberté individuelle? Ça, c'est une question un peu générale. Et enfin, est-ce que par rapport à la loi de 2004, jusqu'où l'État doit-il intervenir pour les atteintes, contre les atteintes de la laïcité? Voilà. Alors, Frédéric de la Morena, sur la neutralité et la liberté individuelle. Ah, il y a d'autres questions. Alors, on en a déjà deux. Alors, moi, bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'était pour les ateliers qu'il y avait dans les collèges publics. Et moi, j'ai fait 3 collèges publics dans la Haute-Garonne. J'ai jamais vu les ateliers sur la laïcité. Et bam. Et bam. Merci. Tu pourras éventuellement reprendre la parole après. Hein, sur le. Je vais. Alors, le micro. Il y a monsieur qui est en plein milieu derrière, mais on va répondre à ses questions. On va essayer de lui faire passer le micro avec l'aide du public, comme on dit. Alors, il y a une première question, oui, sur la neutralité et pour garantir la liberté individuelle, la neutralité des agents publics en général. Alors, la neutralité, c'est une condition pour respecter la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'un agent public, un professeur, un magistrat, enfin un agent public, il doit être neutre. Ça veut dire qu'il ne doit pas exprimer ses propres opinions, ses opinions personnelles, politiques, philosophiques ou religieuses. Pourquoi l'État impose à tous les fonctionnaires, à tous les agents qui travaillent dans les services publics de ne pas exprimer ce qu'ils pensent? Eh bien, c'est pour protéger la liberté des usagers. Voilà, parce que quand vous allez à la poste, quand vous allez à l'école, quand vous allez n'importe où vous alliez dans les services publics, il ne faut pas que l'agent se présente à vous comme étant un juif, un communiste, un musulman, un catholique, un libéral. C'est pour vous qu'il fait ça. Parce que s'il le faisait, il vous imposerait à vous ce qu'il est, ce qu'il pense lui. Or, il n'agit pas pour lui, c'est pas lui qui agit, c'est l'agent qui agit, c'est le professeur qui parle. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui parle, c'est un professeur. Et donc, c'est parce qu'il a cette neutralité que vous avez la liberté de conscience. C'est pour ça que la neutralité existe. Voilà. Pour faire respecter la loi de 2004, on n'a pas forcément parlé de toutes les sanctions qu'il pouvait y avoir. C'est quoi les sanctions d'ailleurs? Ce sont des amendes? Ça peut être plus grave? Alors non. Il faut savoir que dans la circulaire concernant la loi de 2004, la première chose qui est signalée, qui est dite et qui est donnée au chef d'établissement, c'est la nécessité du dialogue. C'est-à-dire, alors c'est pas un dialogue pour négocier, hein. Il ne s'agit pas de négocier l'éventuel port de signes manifestant une appartenance religieuse. Il s'agit de dialoguer pour expliquer à l'élève pourquoi il ne peut pas manifester son appartenance religieuse au sein de l'école par le port d'un signe ostensible. Je l'ai là, le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Voilà. Dans la Et loi. donc, ce dialogue, en général, permet de résoudre les situations. Et de manière très, je dirais même presque anecdotique en réalité, à partir du moment où l'élève marque un refus répété d'enlever le signe manifestant une appartenance religieuse, là il y a conseil de discipline. Voilà. Et le conseil de discipline statue sur en général l'exclusion. Alors ça c'est à l'école. Imaginons que je vais voir moi un agent dans une collectivité, puis il me reçoit. Et à chaque fois que je vais le voir pour faire une démarche, il me dit tiens, il faut voter pour tel candidat au fait. Hein. Il est comme ça, c'est celui-là ou c'est le prochain, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Sanction disciplinaire. Ça, c'est sanction disciplinaire pour l'agent. Et si on a des manifestations d'atteinte à la laïcité, par exemple des prières de rue, j'organise une prière pour toutes les religions d'ailleurs, toutes les religions différentes, mais tous les jours en plein milieu de la rue. Alors l'œcuménisme sur la voie publique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un rêve. Mais
Non, mais chaque jour un, c'est juste pour provoquer la police. Donc j'organise une prière de rue avec 30 personnes. Est-ce que j'ai une amende plus? C'est une manifestation qui doit être déclarée en préfecture. Je la déclare pas. Je la déclare pas. Toute manifestation non déclarée est interdite. D'accord. Voilà. Donc on rentre dans ce cadre-là. Mais vous savez, vous me faites penser à une histoire, je ne sais pas si vous l'avez suivie, il n'y a pas longtemps, dans un village en Corse. Je ne sais pas si ça parle à certains. Dans un village en Corse, une croix avait été installée, très récemment, hein, donc un calvaire est installé, sur le domaine public. Une personne, visiblement très courageuse en réalité, ou alors un peu inconsciente, je ne sais pas, en Corse, venant de s'installer, je crois, dans le village depuis peu de temps, donc je pense que c'est quelqu'un qui ne savait pas trop bien où elle habitait, hein, mais bon, peu importe. C'est son problème, c'est pas le mien. Mais en toute légalité, je veux dire, elle a prévenu la préfecture en disant, mais là, il y a quand même un crucifix, enfin un calvaire qui vient d'être installé sur le domaine public. Et le préfet, constatant la chose, a pris un arrêté en disant, vous m'enlevez ce truc-là. Voilà, vous m'enlevez ce truc-là. Alors, donc, cette personne qui a dénoncé cet acte avait la loi pour elle. Est-ce qu'elle a l'avenir pour elle? Ça, j'en sais rien. Mais elle avait la loi pour elle. Quoi qu'il en... Et donc, vous voyez bien que tout n'est pas possible, on ne peut pas faire n'importe quoi sur le domaine public. Alors moi, j'ai lu un article aussi dernièrement, mais c'était sur 3 croix différentes, avec peut-être des groupes qui installaient ces croix pour provoquer un petit peu, parce que la mairie avait été obligée d'en descendre une en hélicoptère. C'est tout à fait possible. C'était le jeu du chat et de la souris, un petit peu, pour installer des croix. Alors, bon, alors, il parlait des ateliers qu'il n'y avait pas eu sur 3 collèges différents. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce qui est mis en place? Alors, le président Vincini nous a parlé des actions qui étaient mises en place au niveau du département, mais par rapport aux jeunes, notamment, que vous voyez, on en est où de cette formation, de cette éducation à la laïcité? Il y a des signes encourageants ou c'est compliqué? On a une demi-réponse déjà, en Non. mime. Il y a les pessimistes et les optimistes. Voilà, vous savez, c'est comme il y a le bad cop et il y a le good cop et le bad cop. Moi, je serais un peu optimiste, un peu. Je crois d'abord que depuis 2021, les fonctionnaires de l'éducation nationale ont été 850 000 en fait, ont reçu une formation. Il ne faut pas se leurrer, les formations, elles sont toujours inégales. Il y a des formations qui sont très bonnes avec d'excellents formateurs, puis il y a des formations qui sont moins bonnes avec des formateurs qui sont moins bons. Donc ça, c'est un peu la loterie, c'est comme ça. Il y a des contenus de formation qui sont hyper bien pensés, puis d'autres qui sont un petit peu caricaturaux, certains qui sont un petit peu trop juridiques, et d'autres qui sont un petit peu à côté du droit. Un petit peu trop, ça arrive. Ce sont des exemples, c'est des situations, oui. C'est du vécu, quoi. Voilà, c'est du vécu. Qu'on vient chercher. Et donc, ces enseignants étant mieux formés, moi, je suis convaincu qu'ils apportent des réponses bien plus construites à leurs élèves. Mais maintenant, j'ai l'impression, mais ce n'est peut-être qu'une impression, qu'il manque encore quelque chose à l'éducation nationale. Je généralise, je ne devrais pas, parce que ça n'a pas de sens de généraliser, mais excusez-moi de le faire comme ça. Il manque quand même, je crois, au corps enseignant, d'une manière générale, même si certains le font de manière admirable, d'arriver à construire une vraie pédagogie de la laïcité. C'est-à-dire de mettre en place des activités pédagogiques, des stratégies pédagogiques pour enseigner ce principe républicain de manière à intéresser les élèves, à leur faire comprendre les grands axes de la laïcité et à les faire adhérer au principe de laïcité. Vous savez, moi, je teste tous les ans et je me marre en fait avec mes élèves. Heureusement qu'on se marre dans ce métier, parce que... Donc, je leur fais étudier des articles de presse de ce qui se passe dans le monde, concernant la liberté, par exemple la liberté, justement, la liberté de conscience, la liberté de pratiquer librement son culte, sur l'homosexualité, etc., etc. Et en fait, pour travailler un peu en négatif. Travailler en négatif, c'est-à-dire, voilà, en quoi ce qui se passe contredit les valeurs de la République française et comment ça se passe en France sur cette question-là. Et tous les ans, j'ai au moins 1 ou 2 élèves qui finissent par me dire « Monsieur, en fait, c'est bien la France. Hein. Ouais, c'est pas mal la France. » Donc, il y a matière à faire des choses, à faire réfléchir les élèves, à les faire progresser sur la compréhension de ce qu'ils vivent, en fait. Parce que le problème de nos élèves, qui est un
problème partagé en réalité. C'est que nous avons du mal à nous décentrer. Et qu'effectivement, quand on vit dans un pays où nous nous appuyons sur ces principes républicains et ces valeurs républicaines, cela nous semble une évidence. Mais c'est tout sauf une évidence en réalité. Et je crois qu'il faut le rappeler sans arrêt à nos élèves. Catherine Kinsler. Oui. Alors, je voudrais ajouter quelque chose qui peut-être va paraître un petit peu différent de ce que vient de dire Yanis, il s'y attend d'ailleurs, je pense. Oui, l'école de la République, elle doit d'abord transmettre des connaissances et faire partager les valeurs de la République. Moi, je ne lis pas comme une équivalence, ni comme sur le même niveau. Je pense qu'il s'agit d'un « et » d'articulation. Une école qui n'instruit pas n'est pas laïque. Il faut mettre les savoirs, il faut revenir aux fondamentaux, comme au rugby. Il faut mettre les savoirs au centre, parce qu'il n'y a rien de plus laïque. Et à partir de là, effectivement, on peut déduire les principes républicains. Quand tu as compris une soustraction avec retenue, qui es-tu ? Qui est-ce qui a compris ? Est-ce que c'est le petit catholique, le petit musulman, la petite incroyante ? Non. La question « qui suis-je » est beaucoup plus vaste. Alors là, oui, on peut parler de laïcité. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement travailler sur une pédagogie de la laïcité, sur la manière laïque d'enseigner. Voilà, c'est ce que nous essayons de promouvoir. Il faudrait confier cette mission au stage de la laïcité. Mais si on divise la proposition, transmettre des connaissances et les valeurs de la République, et qu'on se sert des horaires d'enseignement comme variable d'ajustement pour, allez, ce qui ne serait plus qu'un prêchi-prêcha, alors on promeut, d'abord, on fait une mauvaise action parce qu'on ne met pas les esprits debout, on ne les aide pas à se mettre debout, et deuxièmement, on entre dans une religion civile. On risque d'entrer dans une religion civile. Donc les choses sont très délicates, et pour cela, il faut des professeurs très bien formés. Alors bien sûr, ce qu'a décrit Yanis, c'est le travail de l'éducation morale et civique, mais c'est un travail de tous les jours. Le professeur de mathématiques peut déduire des conséquences laïques de sa manière d'enseigner, de ce qui a été fait en classe. Donc il faut mettre au premier plan l'instruction, remettre au premier plan l'instruction, remettre des horaires. Ils ont perdu presque 2 ans entre... Je crois, je n'ai pas les dates en tête, mais entre 50 ans d'enseignement du français. Combien ont-ils perdu d'heures de mathématiques? Alors ça, c'est grave. C'est grave. C'est pas bien d'avoir fait ça. Il faut remettre les fondamentaux au premier plan. Et à ce moment-là, oui, nos élèves, eh bien, ils nous seront reconnaissants de les avoir instruits, même si ça ne s'est pas toujours bien passé, parce qu'il y a de la négativité à l'école aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, merci. Monsieur, bonsoir, et ensuite monsieur. Oui, vous avez évoqué la loi de Jules Ferry 1882. Vous entendez pas? Vous entendez? C'est bon. Vous avez loi de 1882 avec les articles concernant le refus des pratiques sectaires, car il n'existe pas de secte, mais des pratiques sectaires. Nous avons connu en 1987, je crois que c'était les témoins de Jéhovah qui avait, enfin, l'ancienne direction qui avait prétendu effectivement à de plus grandes libertés en France et une reconnaissance infiniment plus importante. Et nous avions eu Alain Juppé qui avait, d'ailleurs il y avait une demi-page dans Le Monde qui avait d'articles qui avait dénoncé effectivement une telle situation. Et l'État d'une part, les partis politiques d'autre part avaient pris leurs responsabilités. Nous avons eu en troisième lieu vers 2005, et certains parmi nous ont bien connu cela directement, ces familles du monde d'origine musulmane qui, par exemple, du côté de Mantes-la-Jolie, ont vu leurs gosses harponnés par des téléphones de gens qui les faisaient venir au titre du djihad. Nous avons aujourd'hui, nous pouvons avoir, et des médias en parlaient la semaine passée, nous pouvons avoir des jeunes femmes qui, dans la rue, systématiquement et se déplaçant dans des quartiers où il peut y avoir des jeunes en déscolarisation ou désocialisation, et qui disent
cette laïcité française, c'est une mauvaise laïcité. Je me battrai infiniment pour imposer la charia. Que peut-on faire face à ces types de personnes qui sont peut-être du 1 sur 500 000 ou 1 million, ou je ne sais, face néanmoins à cette réalité extrême et limite, lors même que nous développons, comme vous le dites, mais vous l'avez évoqué surtout dans un cadre scolaire, la laïcité. Merci beaucoup. Je vais prendre la... Si monsieur... Oui, et on va faire répondre monsieur Gibert sur les ateliers. Sur cette question éminemment difficile, qui veut essayer de donner quelques éléments? Vous parlez de la radicalisation, de l'intégrisme, il faut lutter contre. Voilà, donc il faut renvoyer les gens, il faut... voilà, il y a tout un arsenal pénal contre ça. Voilà, et c'est pas propre à l'islam. Hein, l'intégrisme est inhérent à tous les grands monothéismes. Après, ils n'investissent pas les mêmes champs. L'intégrisme catholique investit le champ artistique, par exemple. Donc là, il faut savoir qu'il y a des décisions qui sont prises, par exemple, pour arrêter Kiwitas, qui voudrait que des pièces de théâtre ne soient pas tenues dans des théâtres, qui fait des messes justement devant les théâtres. Et bien là, il faut que les forces de l'ordre voilà, viennent et fassent respecter l'ordre public. Tout intégrisme, toute radicalisation, quelle que soit sa nature, et même elle peut être toute logique sectaire. Vous parlez de pratique sectaire, en fait, le droit sanctionne les dérives sectaires. Et tout groupe est concerné, et pas seulement une religion particulière. Donc c'est politique, ça, il faut agir, il faut la force publique, les sanctions, et voilà. Denis Schroeder. Oui, il y a aussi le rôle de la prévention et quelque part de la veille, je dirais de la veille plutôt que de la surveillance, de la veille. C'est-à-dire qu'il y a parfois, et là je reviens à l'école, parce que l'école est aussi un lieu où vont se manifester, cette radicalité, va se manifester cette radicalité dont vous parlez. Et là, c'est le rôle des enseignants de le repérer, c'est le rôle de la vie scolaire, c'est le rôle des chefs d'établissement. Et il y a des process, comme on dit aujourd'hui, il y a des process de signalement pour effectivement des soupçons de radicalisation. Il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de protéger les enfants. Il s'agit de protéger les enfants qui peuvent se retrouver effectivement entraînés dans un processus parfois familial ou parfois individuel de radicalisation. Et là, il faut protéger les enfants. Donc, il y a des process qui existent, qui sont en lien avec la préfecture et avec les services des renseignements. Donc, tout cela, ça existe. Et alors, après effectivement, moi, je pense que c'est un combat, un long combat. C'est un combat difficile parce que c'est très compliqué de savoir pourquoi un jeune tombe se retrouve séduit par des idéologies que je vais appeler absolutistes, pour reprendre le mot des sociologues Olivier Galland et Anne Muxel. Donc des idéologies absolutistes, c'est très compliqué de savoir pourquoi on tombe là-dedans. Il y a différents facteurs. En tout cas, ce que moi je sais, c'est que le facteur social est loin d'être le seul facteur, et surtout, il n'explique pas tout, loin de là. Donc il faut, je pense, déjà arrêter de dire c'est parce que les gens sont dans la misère qu'ils deviennent radicaux. Ça, ce n'est pas vrai. Donc ça peut éventuellement jouer un rôle, mais c'est toujours multifactoriel, et ça, c'est très important de le dire. D'autre part, la radicalisation va donner du sens à la vie individuelle, collective, et certains ont besoin de ce sens-là parce qu'il y a peut-être un vide individuel, il y a peut-être des fractures personnelles, des failles personnelles. Vous savez, on est à Toulouse. Et moi, quand vous posez ces questions-là, je pense toujours à ce qui s'est passé à Toulouse en 2012 et à l'école aux Aratora et à ces militaires assassinés à Montauban. Ce terroriste qui a assassiné venait d'une famille qui était totalement déstructurée, avec un père qui était violent,
avec une mère qui a été quittée par le papa, violent sur la maman et sur les enfants, une mère qui a été quittée par le papa, qui a une vie après dissolue, dont les enfants étaient témoins, ce qui a été aussi destructeur. Et donc ils avaient sombré dans la délinquance, et puis une des sœurs est arrivée un jour avec l'islamisme. Et quand elle est arrivée avec l'islamisme, en fait, c'est comme si elle avait mis un couvercle sur une marmite qui était en train de bouillir. Cet islamisme, il a donné, parce qu'il faut nommer les choses, il a donné un cadre, il a donné des lois, il a donné des limites que ces jeunes n'avaient pas. Et ils ont trouvé là du sens à leur existence. Donc, comment on fait pour lutter contre cela ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que vous ne pouvez plus, cette famille-là en tout cas, vous ne pouvez pas, il faut arrêter de penser qu'on peut, celle-ci en tout cas, hein, la déradicaliser, c'est pas possible en fait. Parce que si vous la déradicalisez, enfin si ces gens quittent cette radicalisation, ils s'effondrent littéralement en fait, ils meurent. Ils ne peuvent pas mourir. Voilà. Donc, mais chaque cas de radicalisation est différent, chaque cas est différent, et rien n'est jamais sûr, si vous voulez, d'accord ? Donc, mais c'est extrêmement compliqué à partir du moment où quelqu'un est rentré totalement dans une idéologie, et je prendrai un autre exemple, on n'a pas de dignitaires nazis qui ont regretté ce qu'ils avaient fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Adolf Eichmann, qui, quand il est jugé à Jérusalem, joue un cinéma. Un an avant, il donnait une interview à un ancien SS hollandais, à qui il disait « Mon seul regret, c'est de ne pas avoir fini le travail. » Voilà. Donc, une fois qu'on est rentré dans ce type d'idéologie, est-ce qu'on peut en sortir ? Catherine Kinzer, on va essayer de ne pas faire trop long parce que je vais essayer de prendre d'autres questions. Pour enchaîner sur ce que vient de dire Yanis, je crois que là aussi, il y a une faille, il y a une carence. Pas pour ceux qui sont radicalisés, là, vraiment, on ne peut rien faire, mais pour ceux qui vont tomber dans cette fascination, parce qu'on n'est plus capable de leur proposer des nourritures fortes. Et nos élèves, il ne faut pas oublier qu'ils ont l'âge héroïque et qu'ils ont l'âge métaphysique. Si nous ne sommes pas capables de leur proposer des discours rationnels, mais à la fois héroïques et métaphysiques. Moi, j'étais professeur de philosophie, j'ai tenu des discours métaphysiques. J'ai expliqué ce que c'est que la métaphysique aux élèves. Je l'ai fait rationnellement, mais il y avait quelque chose d'un enthousiasme. Donc, si on abandonne ce terrain-là, eh bien, les gourous le font beaucoup mieux. Ils le feront parce qu'il y a un vide, ils s'en empareront. On ne fait plus ce genre de choses à l'école. Pourquoi ? Parce qu'on ne lit plus les grands textes de la littérature classique, où quand on les lit, c'est malgré tout un courant. C'est parce que les professeurs se battent pour le faire. Tous ces grands textes qui sont écrits en alexandrin classique, parce que ça existe toujours, l'alexandrin classique, les grandes chansons sont écrites en alexandrin classique, en octosyllabes. Eh oui. Donc il faut le faire, tout ça. Il faut ouvrir tout ça. Il faut leur donner de quoi se nourrir. Il faut être fier de cela. Et si la France n'est pas fière de sa culture, de tout ce qu'elle a produit, de toutes les inventions, je ne vais pas faire la liste, mais il y en a énormément, la chimie, l'optique, l'algèbre, la théorie des courbes, l'aéronautique, pas toute la liste. C'est pas trop mal, hein, la photographie, bon, mais il y a de quoi être enthousiaste. Mais il faut le faire, il faut le dire. Bon. Je vais donner la parole à monsieur, juste avant, Vincent Gibert, pour compléter la réponse au jeune homme sur les ateliers, qui parlait soit d'éducation à la laïcité ou des ateliers. Bien, bonsoir à nos intervenants, ou plutôt rebonsoir à nos intervenants, et puis bonsoir à toutes et tous. Je n'ai donc pas une question, mais bien quelques éléments de réponse à apporter, puisque vous avez été confronté à une question à laquelle vous n'aviez pas les éléments. Vous l'aurez compris dans les mots qui ont été ceux du président, l'attachement de notre institution à la République et ses valeurs est pour nous une véritable boussole. Et la volonté qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que cette République, elle ne soit pas éternellement une promesse pour certains et une réalité pour d'autres. Et dans ce cadre-là, le rôle de l'école, la vision qui est la nôtre de ce que doit être le rôle de l'école, c'est un rôle central et majeur. C'est ce qui nous amène à, bien évidemment, répondre aux obligations qui sont faites par l'État à une collectivité comme la nôtre, mais c'est ce qui nous amène aussi à aller plus loin. Et notre jeune membre du conseil départemental des jeunes,
et vous étiez toutes et tous ensemble en train de préparer les questions que vous alliez nous poser. Vous a posé une question sur les ateliers qui sont faits dans les collèges. Ces ateliers, ils sont faits dans le cadre d'un dispositif dont le président a parlé, qui s'appelle le parcours laïque et citoyen. Ce parcours laïque et citoyen, c'est la volonté qui a été la nôtre de permettre à des acteurs associatifs du territoire, tout particulièrement des acteurs de l'éducation populaire, de pouvoir entrer dans les établissements pour travailler avec les jeunes sur ce que doit être leur propre citoyenneté, leur donner les outils pour être eux-mêmes des citoyens. Et donc, ces ateliers, nous sommes la seule collectivité en France à les proposer auprès des collégiens qui sont à un âge, vous l'avez dit, où se construit cette citoyenneté, un âge charnière dans la vie des jeunes. Et donc, nous avons chaque année plus de 2200 classes qui participent et qui bénéficient d'un atelier proposé par des structures qui peuvent être diverses, parce que vous avez des structures culturelles qui peuvent parler de laïcité, des structures sportives qui peuvent parler de laïcité, des structures de l'éducation populaire. Et donc, peut-être que ton jeune collègue a participé, sans le savoir, à un de ces ateliers. Et ce sont plus de 400 000 collégiens qui ont déjà participé à ce dispositif-là. Et donc, je vais m'assurer auprès de lui qu'il a fait quelques pas pour nous quitter désormais, qu'il n'a bien pas participé à un atelier. Si c'est le cas, on reviendra vers son établissement pour qu'il se saisisse plus de l'offre qui est faite, mais surtout essayer d'expliciter auprès de lui ce qu'est la réalité de ce parcours laïque et citoyen et voir dans quelles conditions il a pu y participer, parce que vous êtes toutes et tous amenés, chers jeunes des collèges haut-garonnais, à participer à ce parcours laïque et citoyen. Et je vois les visages nombreux et nombreux de celles et ceux qui, dans cette salle, sont à nos côtés pour mener ces discussions, ces débats dans les collèges de la Haute-Garonne. Merci beaucoup pour ce point. Monsieur. Oui, bonsoir déjà. Déjà, merci pour votre présence et toute l'intervention que vous avez faite. D'ailleurs, j'ai eu l'impression de retrouver énormément la formation que j'ai faite au sein du conseil départemental sur la laïcité. Donc, comme quoi, elle était plutôt de très bonne qualité. Moi, je voulais intervenir par rapport au fait que vous avez énoncé tout à l'heure l'aspect de la transmission parentale. Je crois que comme tout à chacun, on est issu un peu de ce que nos parents nous ont donné. Mais là, j'ai l'impression que les générations un peu plus jeunes ont certes l'aspect de la transmission parentale, mais on a l'impression qu'il y a que cet aspect-là n'est pas toujours, c'est pas toujours cet aspect-là de la transmission parentale qui les forme aujourd'hui à ce qu'ils sont et aux remises en question de certaines valeurs qu'on peut retrouver dans la laïcité et ce qui bloque un petit peu dans certains moments. Je pense entre autres par rapport à la problématique des réseaux sociaux qui sont souvent un facteur aujourd'hui extrêmement comment dire, preneur de temps pour certains jeunes et qui leur donne une transmission de valeurs qui ne sont peut-être pas toujours bien maîtrisées. Merci pour la question. Effectivement, c'est une question qui est revenue aussi au conseil départemental des jeunes. Eux-mêmes en ont conscience du fait qu'il y a les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir Catherine Kinsler, Yanis Röder, Frédéric de la Morena, mais beaucoup d'autres qui peuvent dire tout et son contraire. Comment est-ce qu'on fait? Effectivement, il y a la sphère parentale et il y a les croyances qui sont apportées par les parents, mais aujourd'hui, les croyances, elles sont apportées par les réseaux sociaux. Et un coup, je pense ça, une semaine après, je pense l'inverse. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Et est-ce que c'est possible, tout simplement là? Alors, soit comme l'Australie, on interdit les réseaux sociaux au moins de 14 ans. C'est aujourd'hui, voilà. Effectivement. Soit on renforce la formation et l'éducation. Enfin, voilà, moi, je ne vois que ça. Je ne peux, nous, on ne peut rien faire contre les réseaux sociaux. On peut juste derrière rattraper le coup. Après, c'est à l'État à décider si il faut arrêter. C'est terrible. Voilà. Un petit mot chacun, si bon, il n'y a pas trop de solutions encore. En fait, là, moi, j'étais optimiste sur l'école. Là, je vais être très pessimiste, en fait. Je pense que les réseaux sociaux sont en train de détruire réellement les démocraties. Mais vraiment. Et alors, on ne s'en rend pas forcément compte parce que, en réalité, c'est aussi une question de génération. Si je vous faisais lever la main, là, si je demandais qui est sur les réseaux sociaux, je suis sûr que la moitié des gens, au moins dans cette salle, ne sont pas sur les réseaux sociaux, à part Catherine. Donc,
et n'ont pas nécessairement d'activité sur les réseaux sociaux. En revanche, il faut savoir que tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Tous les jeunes. Et nous, quand on a mon âge, quand on est sur les réseaux sociaux, bon, moi j'y suis pas, mais on est surtout sur Facebook en fait. Les jeunes, Facebook c'est has-been mais total, hein, je veux dire, ça n'existe même plus. Donc Facebook ils y sont plus parce que Facebook on discutait, on écrivait, etc. Là c'est bam bam bam, TikTok, au mieux X, enfin Twitter. Et donc je pense qu'on est rentré dans une période qui moi me semble extrêmement inquiétante parce que nous construisons des réalités parallèles où les mots n'ont plus du tout le même sens en fonction de celui ou celle qui les emploie, en fonction du lieu virtuel ou réel où les mots sont employés. Et donc, on est en train de construire des